Et si, pour la première fois, la voix qui ose briser le silence n'était pas celle d'un opposant périphérique, d'un critique habituel, mais bien celle d'un des bâtisseurs eux-mêmes, un de ces hommes qui ont, pierre après pierre, édifié les murs de l'Europe contemporaine. Imaginez la scène, véritable théâtre politique. Au cœur du Parlement européen, à Bruxelles, Ursula von der Leyen, présidente de la Commission européenne, ressasse inlassablement son credo. Aucun retour au gaz russe, martèle-t-elle, avec une conviction presque religieuse. Même si cela implique des coupures en série, même si la facture sociale s'alourdit, même si l'hiver s'annonce rude et les réserves s'amenuisent, il n'y aura, selon elle, ni compromis, ni négociation. L'Europe, affirme-t-elle, a choisi sa voie. L'indépendance totale, coûte que coûte. Ce discours, elle le répète depuis 4 ans, à chaque tribune, à chaque interview, à chaque sommet, comme une prière, un mantra, un dogme. Mais voilà qu'au milieu de cette liturgie institutionnelle, une voix inattendue s'élève, plus grave, plus solennelle, presque crépusculaire. Jean-Claude Juncker, ancien président de la Commission européenne, le stratège qui, de 2014 à 2019, a orchestré la première salve de sanctions contre la Russie, décide de sortir du silence. Il ne s'exprime pas sur une obscure chaîne YouTube ou dans une gazette confidentielle, mais dans le Handelsblatt, l'un des plus grands quotidiens économiques allemands, écouté par tout ce que l'Allemagne compte de décideurs, d'industriels et de banquiers. Juncker n'est ni un frondeur, ni un nostalgique du passé, ni un marginal. C'est un pilier du projet européen, un de ses architectes, une figure que même ses adversaires respectent. Que dit-il? Sans détour, sans langue de bois, il lance un pavé dans la mare. L'Europe, dit-il, devra tôt ou tard normaliser ses relations avec Moscou. Elle n'aura pas le choix. Le dialogue, selon lui, est vital, incontournable, car la géographie ne ment pas. On ne change pas la géographie. La Russie restera notre voisine, qu'on le veuille ou non. Et d'ajouter, comme un constat d'échec collectif, que savons-nous de la Russie profonde? Rien. Pour nous, l'intérieur de la Russie est un trou noir. Cette confession, d'une franchise rare, résonne comme un aveu de cécité stratégique. Un choc. Ce n'est pas la complainte d'un opposant marginalisé, ni la rhétorique d'un lobbyiste pro-russe, mais bien la parole d'un homme qui a, en son temps, signé les décrets, discuté les sanctions, érigé ce mur entre deux mondes, deux continents. Rares sont les architectes qui, publiquement, osent reconnaître une faille dans l'édifice qu'ils ont eux-mêmes conçu. Faut-il voir là un simple mouvement d'humeur, une nostalgie d'anciens responsables? Non. Ce n'est plus une exception isolée, un accident dans la mécanique du pouvoir européen. Depuis mars 2024, le verrou a sauté. Le silence se fissure. De plus en plus de voix centrales, ministres, parlementaires, hauts fonctionnaires, anciens premiers ministres, commencent à remettre en question, d'abord en aparté, puis de plus en plus ouvertement, l'efficacité de la stratégie suivie depuis 2022. Sanctions, rupture énergétique, indépendance proclamée à grand renfort de communiqués. Pourquoi ce réveil maintenant? Parce que les chiffres, implacables, s'accumulent et rendant la fracture entre discours officiels et réalité économique impossible à masquer. Factures énergétiques qui explosent, emplois sacrifiés, investissements en chute libre. Ce qui se décide dans les cabinets feutrés de Bruxelles retombe, en cascade, sur notre quotidien, notre pouvoir d'achat, notre avenir. Comment ignorer plus longtemps l'évidence? Quand le bâtisseur lui-même admet que la maison craque, peut-on vraiment feindre d'ignorer la faille? L'enjeu est limpide. Lorsque ceux qui ont façonné le système en admettent publiquement les limites, l'heure n'est plus à la polémique médiatique. C'est la crédibilité même des institutions européennes qui vacille, c'est l'économie du continent qui s'enlise, et ce sont nous, citoyens, qui subissons. Hausse des prix, fermeture d'usines, perte d'opportunités, inquiétude rampante. Sommes-nous à l'aube d'une remise en cause profonde? Peut-on encore faire comme si tout était sous contrôle, alors que les failles sont visibles, béantes, même pour ceux qui ont conçu ce système? Pour comprendre la portée de ce moment, il faut revenir au contexte, examiner les acteurs
et comprendre pourquoi le voile se lève précisément aujourd'hui. Qui, au fond, façonne la ligne dure de l'Europe, et pourquoi leur voix pèse-t-elle autant? Contrairement à l'image que l'on se fait des opposants ou des eurosceptiques, les critiques d'aujourd'hui viennent très souvent du cœur du système. Ce sont ceux qui, hier encore, édictaient les règles, dessinaient la stratégie, imposaient la discipline. Pour comprendre pourquoi leur parole fait trembler tout l'édifice, il faut rappeler comment, au fil des crises, ce projet s'est rigidifié, jusqu'à devenir un dogme présenté comme indiscutable, inamovible. À la tête de la Commission, Juncker fut déterminant pour établir l'architecture des sanctions contre la Russie. C'est sous son mandat que les premiers paquets de restrictions économiques furent décidés. Interdiction d'investissement, gel d'avoirs, restrictions sur l'export, limitation au commerce du gaz et du pétrole. Chaque mesure était pensée pour rapprocher l'Europe d'une position de force, d'autonomie tant vantée. De ces décisions sont nés des slogans « Indépendance énergétique »,« Diversification des sources »,« Unité européenne ». Ces mots, répétés à l'envi dans les couloirs de Bruxelles, sont devenus les piliers d'un nouveau récit européen. Dans les institutions européennes, cette ligne a été martelée. Il n'y aura aucun retour au gaz russe, peu importe les circonstances. Même en cas de crise, on ne cédera pas. On ne négocie pas avec Moscou. Ce n'est pas seulement une question de volonté politique, mais de droit. Le système de sanctions a été juridiquement verrouillé. Aucun État membre n'a la possibilité de faire cavalier seul, de revenir en arrière. Le moindre manquement serait une violation grave des règles fondamentales du club européen, une brèche dans la crédibilité collective. Ce verrouillage institutionnel donne un poids supplémentaire à la parole de leurs architectes. Quand Juncker, l'un des pères fondateurs de cette stratégie, déclare que « la Russie est devenue pour nous une terre noire », c'est un constat froid, lucide. Il reconnaît que, malgré 5 années passées à piloter la politique européenne, la Russie demeure un inconnu, et que la réaction naturelle face à cet inconnu a été la peur. De cette peur sont nées les sanctions, comme une réponse réflexe. Mais aujourd'hui, alors que ces sanctions échouent à produire les effets escomptés et que les économies européennes souffrent chaque jour davantage, une question brûle. Que faire, alors que juridiquement, un retour en arrière est quasi impossible sans risquer de fracturer l'Union elle-même? La fameuse cohésion européenne repose sur la solidité de ses règles et sur la réputation politique de ses dirigeants. Si même eux en doutent, que reste-t-il? Pourtant, le discours officiel persiste. À chaque réunion, à chaque communiqué, la même musique. Les sanctions fonctionnent, la pression sur la Russie est réelle, l'Europe avance vers la diversification. Le retour au gaz russe n'est même pas discuté, même en cas de crise majeure. Ursula von der Leyen, inlassable, réaffirme que la ligne ne bougera pas et rappelle sans cesse que ce n'est pas seulement une conviction politique, mais une obligation légale. Changer de cap, ce serait casser la structure même du droit européen, ouvrir une boîte de Pandore. Tout semble verrouillé, hermétique à la réalité. Mais ce langage officiel, fait de règlements, d'articles de traités et de déclarations unanimes, ne laisse filtrer aucun doute, aucune hésitation. Pourtant, les voix commencent à s'élever. La parole de Juncker n'est pas un pamphlet, c'est un diagnostic interne, le signe d'une fissure dans la façade. Quand un architecte de ce calibre admet que son édifice est bancal, ce n'est plus un débat idéologique, mais un problème structurel. Que faire alors? Peut-on continuer à ignorer ces signaux? Que se passe-t-il vraiment quand ceux qui ont bâti ce système reconnaissent publiquement ses limites? Que devient le récit officiel quand la réalité économique le contredit jour après jour? C'est là que tout bascule. La fracture n'est plus théorique, abstraite. Elle se manifeste dans les paroles, dans les doutes, dans les choix politiques qui s'annoncent. Le système tremble sur ses bases. Regardons de plus près les fissures dans le mur des sanctions. Jusqu'ici, l'unité de façade affichée à Bruxelles semblait inébranlable. Mais, petit à petit, des craquelures apparaissent, et elles sont désormais visibles, publiques, et viennent du cœur même du système européen. Ce ne sont plus de simples opposants, mais ceux qui ont conçu l'architecture des sanctions qui élèvent la voix. Le contraste devient frappant entre la politique officielle et la réalité du terrain.
Prenons Juncker. Celui qui incarnait jadis la ligne dure admet aujourd'hui la stratégique cécité de l'Europe face à la Russie. Nous ne savons rien de la Russie profonde. Ce n'est plus du langage diplomatique, c'est l'aveu d'une stratégie pensée dans l'urgence, aujourd'hui contredite par les faits. Juncker, par cette confession, ouvre la voie à d'autres voies. Car il n'est plus seul. En Allemagne, Sarah Wagenknecht, leader du parti Bündnis Sarah Wagenknecht, épingle l'absurdité des sanctions. Ce n'est pas une voix marginale. Elle est écoutée, respectée, et exprime tout haut ce que, de plus en plus, industriels, ingénieurs, syndicalistes et simples citoyens pensent tout bas. Son argument n'est ni nostalgique ni idéologique, mais mathématique. Nous, Allemands, avons eu tort, répète-t-elle. Nous en payons le prix, chaque jour, sur nos factures, dans l'usure de notre tissu industriel, dans la crainte du lendemain. Elle parle de folie, non comme une insulte, mais comme un constat, chiffres à l'appui. Et les chiffres sont implacables. En mars 2023, les stocks de gaz allemands sont remplis à seulement 22%, l'un des taux les plus bas de la décennie. L'Allemagne, qui se voulait championne de l'indépendance énergétique, se retrouve plus vulnérable que jamais, à la merci du premier hiver rigoureux ou de la moindre crise d'approvisionnement. Une situation paradoxale, au vu des discours sur la sécurité de l'approvisionnement. Qui aurait cru, il y a encore 3 ans, que la première puissance industrielle d'Europe en viendrait à craindre le froid? Ce n'est pas tout. Sur la même période, le prix du gaz a bondi de 180%. Une envolée historique qui a pris de court jusqu'aux experts les plus pessimistes. Cette hausse frappe tout le monde. Ménages, industrie, PME, agriculteurs. Des dizaines de milliers d'emplois sont menacés, des pans entiers de l'économie songent à la délocalisation, d'autres à la faillite pure et simple. Les PME, jadis colonne vertébrale de l'économie allemande, sont désormais fragilisées, obligées de réduire la voilure ou de fermer boutique. Le fameux plan B, fondé sur le recours massif au gaz naturel liquéfié, GNL, qatari, s'est effondré en l'espace de quelques semaines. Pourquoi ? Parce que le détroit d'Ormuz, passage stratégique par lequel transite l'essentiel du gaz qatari, est sous tension croissante à cause de la crise iranienne. Résultat, les cargaisons n'arrivent plus, les contrats sont suspendus, et le marché asiatique, prêt à payer plus cher, rafle la mise. L'Europe, qui croyait pouvoir diversifier à l'infini, découvre sa dépendance à des facteurs qu'elle ne maîtrise pas. La théorie de la diversification énergétique, martelée pendant des années, s'est effondrée devant la réalité. Les flux alternatifs sont plus coûteux, moins fiables et soumis à une concurrence asiatique féroce. Quand l'Asie paie plus, le gaz par ailleurs. L'Europe n'arrive plus à sécuriser ses approvisionnements à long terme. Les risques géopolitiques font exploser les primes d'assurance et, in fine, la note revient aux consommateurs, aux entreprises, à l'économie entière. Face à ces chiffres, le discours officiel paraît déconnecté, presque hors sol. Les promesses n'ont pas empêché la fonte des réserves ni la flambée des prix. Les industries dites énergivores ferment l'une après l'autre, incapables de suivre la concurrence américaine ou asiatique. Chaque hausse de prix se traduit par des emplois perdus, des investissements suspendus, un pouvoir d'achat érodé. La désindustrialisation devient une réalité tangible. La confiance dans la stratégie européenne chancelle. Quand un ancien président de la Commission, des figures majeures du débat allemand et même des premiers ministres en exercice plaident publiquement pour une reprise du dialogue avec la Russie, ce n'est plus un débat d'arrière-garde. C'est une fracture au sein même du pouvoir. L'impact est évident. Explosion des prix de l'énergie, perte de compétitivité, menaces sur l'emploi et sur l'infrastructure industrielle. Si la tendance se poursuit, c'est la crédibilité du projet européen dans son ensemble qui sera remise en question. Ce qui frappe, c'est que cette remise en question ne vient plus seulement des sceptiques de l'Est ou du Sud, mais du centre même du pouvoir européen. À Bruxelles, à Berlin, à Paris, les voix discordantes percent le silence. La fissure s'élargit.
chaque jour plus impossible à ignorer. Les prochains mois pourraient voir ces voix s'imposer au cœur du débat, bousculant les équilibres établis. À Bruxelles, les mots naguère interdits résonnent à nouveau. Dialogue, solution, réajustement. Ce n'est plus la périphérie qui exige de revoir la stratégie énergétique européenne. C'est le cœur du système qui commence à bouger, les piliers même de la ligne dure qui oscille. Prenons Bart de Wever, Premier ministre belge. Ce n'est pas un outsider, ni un marginal. En mars 2024, il déclare, de façon claire et publique, que la seule solution pour l'Europe en matière d'énergie est de conclure un accord avec Moscou. Ce n'est pas une option parmi d'autres, mais bien la seule issue possible selon lui. 4 ans de fermeté balayés, en une phrase. Cette déclaration illustre l'ampleur de la prise de conscience qui touche désormais le sommet de l'Union. La France n'est pas en reste. Emmanuel Macron, avec sa prudence habituelle, propose à ses homologues européens de reprendre le dialogue avec la Russie. Plus frappant encore, son conseiller diplomatique, Emmanuel Bonne, s'est discrètement rendu à Moscou. Il n'y a pas eu d'annonce officielle, pas de déclaration tonitruante, mais le signal est limpide. Malgré le discours affiché, on prépare en coulisses un possible revirement. À l'Est, Péter Szijjártó, ministre hongrois des Affaires étrangères, martèle depuis des mois qu'un retour aux approvisionnements russes est inévitable pour préserver la compétitivité et la stabilité du continent. Jadis taxé d'agent du Kremlin, son discours est désormais repris, parfois à demi-mot, à Bruxelles. La Hongrie n'est plus une anomalie, elle a simplement tiré les conséquences avant les autres. Même constat du côté d'Aleksandar Vučić, président de la Serbie. Dans une interview à la presse allemande, il note, sans passion, que la position européenne évolue, décrivant un processus lent mais irréversible. La fracture n'est donc plus une simple fissure à la périphérie, elle atteint le centre du système. Les mots bannis, compromis, négociation, pragmatisme, refont surface au sommet. Les anciens gardiens du front anti-russe avancent, parfois sans coordination, mais vers une conclusion commune. Il faut renouer le dialogue, garantir l'approvisionnement énergétique, quitte à bousculer les dogmes hérités de 2022. Les conséquences politiques sont majeures. D'abord, il y a le risque d'une désunion officielle. Si les leaders traditionnels, Belgique, France, Allemagne demain, assument publiquement la nécessité de composer avec Moscou, c'est tout le consensus européen qui vacille. Ensuite, la question du leadership se pose. Qui fixera la nouvelle ligne? Enfin, cela annonce un basculement profond de la doctrine énergétique. L'Europe assumera-t-elle ce changement ou s'enfoncera-t-elle dans la crise? Ces signaux ne sont pas le fruit du hasard. Ils résultent d'une convergence de facteurs devenus impossibles à ignorer. Pourquoi ce revirement au sommet, précisément en mars 2024? 3 éléments clés l'expliquent. Quand la réalité économique force la politique à changer de cap, que retenir? Ce n'est plus un débat technique réservé aux experts. C'est tout l'édifice de la stratégie énergétique européenne qui vacille, avec des conséquences concrètes, prix de l'électricité, emploi, avenir industriel. Mais pourquoi cette inflexion maintenant? 3 facteurs majeurs convergent. D'abord, la crise du détroit d'Ormuz. Passage clé pour le transport des hydrocarbures, il est menacé, et le plan B qatari s'effondre. Pendant 4 ans, l'Europe a cru pouvoir diversifier ses sources et compter sur le GNL qatari, norvégien, américain. Mais dès que les routes maritimes sont menacées, la construction révèle sa fragilité. La Norvège ne peut pas compenser seule. Le gaz américain reste cher. Notre dépendance ne s'est jamais vraiment résorbée. Deuxième facteur, le bilan des 4 années de sanctions. Officiellement, l'objectif était d'affaiblir la Russie et d'accélérer la transition énergétique. Mais la Russie s'est adaptée, a trouvé de nouveaux marchés, de nouveaux partenaires. Pendant ce temps, l'Europe, et surtout l'Allemagne, encaissent la chute de la production industrielle, le départ d'entreprises, la montée du chômage industriel. Ceux qui l'an dernier étaient taxés d'agents du Kremlin pour avoir osé douter, sont désormais rejoints par Juncker, Bart de Wever et d'autres figures centrales qui constatent l'évidence. La stratégie a échoué, il faut réviser la copie.
Enfin, le choc décisif vient de Washington. Les États-Unis, après avoir poussé l'Europe à couper les ponts, relâchent discrètement les restrictions sur le pétrole russe. Ils entament un dialogue direct, alors que l'Europe continue, seule, à s'imposer des sacrifices coûteux. Si l'allié américain ajuste ses priorités, pourquoi l'Europe devrait-elle persister dans la voie du sacrifice? Ce n'est plus une question idéologique. La réalité économique s'impose, les chiffres, les bilans, la tension sur les marchés dictent désormais la politique. Le vrai tournant, c'est que ce ne sont plus seulement les voix dissidentes qui tirent à la sonnette d'alarme. Ce qui était tabou hier devient une évidence. Il n'y a pas de réhabilitation officielle, pas de mea culpa générale. Le changement est imposé par la réalité, non par la volonté politique. Qu'est-ce que cela implique concrètement? Pour chacun de nous, c'est un signal d'alerte. Persister dans le déni, c'est risquer de subir la prochaine vague sans préparation. Hausse de prix, perte de compétitivité, industrie menacée. Ne pas anticiper, c'est perdre du pouvoir d'achat, rater des opportunités, laisser filer la compétitivité. Ce moment exige de réajuster nos stratégies, de repenser nos dépendances, d'anticiper la nouvelle configuration du marché énergétique. Ceux qui sauront s'adapter transformeront la contrainte en atout. Les autres risquent d'être dépassés, marginalisés, relégués à l'arrière-plan du progrès. La grande question demeure, l'Europe saura-t-elle transformer ce constat en action, ou choisira-t-elle le déni? C'est là que tout va se jouer dans les prochains mois. La réalité, elle, n'attend pas les communiqués. La fissure est là. La verrez-vous avant les autres? Serez-vous prêt à en tirer les conséquences? Ce qui se joue à Bruxelles n'est plus une simple divergence d'opinion entre une minorité bruyante et le discours officiel. Le véritable bouleversement vient de ceux qui étaient les architectes des sanctions, de l'indépendance énergétique européenne. Leur constat, désormais public, n'est plus un simple murmure. C'est un aveu des limites du modèle, un signal que l'écart entre la façade et la réalité ne peut plus être ignoré. Pendant 4 ans, l'Union européenne a tenu bon, affichant un cap clair. Indépendance énergétique, refus du gaz russe, solidarité avec les alliés. Mais à mesure que les chiffres s'accumulent, que les usines ferment, que les factures explosent, le discours craque. Soudain, Juncker appelle à la normalisation. Le Premier ministre belge affirme qu'un accord avec Moscou est la seule voie réaliste. Macron envoie ses conseillers à Moscou. D'autres réclament en urgence la reprise des achats d'énergie russe. Ce n'est plus du bruit de fond, c'est le début d'une bascule. Cette bascule ne résulte pas de tractations secrètes ni d'une pression extérieure. Elle survient quand la logique économique devient plus forte que la logique politique. L'économie n'attend pas la politique. Les prix s'envolent, les industries partent, les réserves fondent, et la réalité finit toujours par rattraper les slogans. Même quand les institutions tentent de résister, elles ne font que retarder l'inévitable. Derrière la façade, la structure se fragilise chaque jour. Pour nous tous, rester passif serait risqué. Il ne s'agit pas seulement de débats bruxellois ou de jeux de pouvoir lointains. Ce sont nos factures, nos emplois, notre avenir qui sont en jeu. Comprendre ce qui se casse et pourquoi, c'est anticiper les conséquences, ne pas les subir. Ignorer la fracture, c'est perdre pouvoir d'achat, industrie, crédibilité et stabilité. Alors, assistons-nous au début d'un revirement profond, ou n'est-ce qu'un épisode de plus dans la grande saga européenne? Qu'en pensez-vous? Voyez-vous les signes d'un changement de cap, ou croyez-vous que le discours officiel finira par l'emporter? Si vous souhaitez continuer à décoder ces coulisses et à comprendre ce qui se joue derrière les murs de Bruxelles, abonnez-vous. Ici, on s'appuie sur les faits, l'analyse, la réalité. La prochaine analyse arrive bientôt, ne la manquez pas.